Donc nous tenons vraiment à vous remercier pour votre accueil et nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est une visite qu'on espérait de longue date. Donc merci pour votre accueil. Donc Women in Nucléaire, c'est un réseau qui est au niveau France, Europe et monde. Donc je suis présidente de Normandie, Haute-et-Basse, et déjà. on avait fait déjà la réunification avant tout le monde. Oui, on avait pris les devants, mais c'était une bonne idée, la preuve. Et donc le nucléaire médical n'est pas connu du grand public, malheureusement, alors que au quotidien, bien sûr, tout le monde fait des examens de santé sans savoir forcément à quoi l'énergie nucléaire contribue. Donc en fait, si des gens de votre milieu souhaitent nous rejoindre après, ce sera avec grand plaisir pour montrer des portraits de femmes dans ces métiers-là. Je rappelle aussi que WIN est ouvert aux hommes qui soutiennent les femmes qui s'orientent dans les carrières scientifiques et techniques. Ce n'est pas une association uniquement féministe, c'est au contraire pour encourager les femmes à aller dans des carrières auxquelles elles ne penseraient pas forcément. Donc nous faisons des forums métiers pour présenter aux jeunes les métiers de l'industrie et de l'énergie nucléaire au sens large. Voilà, donc merci encore. Merci pour cette explication. Donc moi, je voudrais vous souhaiter donc, la bienvenue au Centre François Laclès et vous dire en vraiment très peu de temps le mode de fonctionnement du centre. Vous savez que c'est un centre de lutte contre le cancer. C'est un des centres de lutte contre le cancer qui a aujourd'hui, en termes de patientèle, un nombre important. Donc on a pratiquement... je ne peux pas dire le monopole, enfin on reçoit pas mal de patients de toute la basse Normandie, mais aussi la haute Normandie et des régions périphériques. Alors Centre François Laclès a investi beaucoup ces dernières années sur l'innovation, et en particulier dans le domaine du nucléaire aussi, puisque le plateau de radiothérapie du Centre François Laclès est aujourd'hui l'un des mieux équipés au niveau national, puisque nous avons 4 accélérateurs de dernière génération et innovants. Et puis le Centre François Laclès est très impliqué dans le développement de ce que vous avez probablement entendu parler, du projet Arcade, qui est le projet d'hadrothérapie. Le 3 décembre dernier, il y a eu la signature du lancement de ce projet. C'est un projet qui est en maturation déjà depuis de nombreuses années. Et le centre est très impliqué aussi dans le pôle nucléaire et santé, qui est animé, coordonné par Nucléopolis, qui est ici, qui est opérationnel depuis 3 ans à peu près, c'est ça, depuis 3 ans. Et donc on avait ressenti la nécessité justement de pouvoir communiquer sur le nucléaire et dire que le nucléaire c'est de l'énergie et on a besoin de cette énergie, donc bien sûr il y a aussi la nécessité de maîtriser cette énergie, mais le nucléaire c'est aussi la santé. Et donc c'est ce que nous avons essayé de développer dans le cadre de Nucléopolis, où il y a je ne vais pas vous présenter Nucléopolis, mais il y a un véritable travail de coordination pour expliquer aussi ce qu'est le nucléaire et combien il est nécessaire pour le développement, en particulier en ce qui nous concerne du soin. Mais il y a aussi tout un travail qui se fait sur justement l'innovation dans le domaine de la non-thérapie avec le développement de ce que l'on a, du C400, qui est en fait un cyclotron qui va permettre de délivrer des faisceaux carbone. Et je ne sais pas si Jean-Louis, tu fais un topo sur la non-thérapie. Pas vraiment, pas vraiment. Je eu des informations. Voilà. Et donc l'objectif c'est de pouvoir mettre en œuvre des traitements qui permettent aujourd'hui qui permettront justement de pallier aux traitements actuels qui sont parfois inefficaces du fait de la radiorésistance des tumeurs et donc lésions carbone, les protons qui vont être opérationnels en Basse-Normandie et spécifiquement à Caen feront en fait que Caen aura
sur le plan mondial, et je crois qu'on peut le dire, aura les équipements les plus innovants en matière de prise en charge du cancer, puisqu'on aura un cyclotron de deuxième génération qui délivrera du carbone. On aura un cyclotron aussi de deuxième génération pour délivrer des protons. Et donc on aura la panoplie pratiquement la plus large en matière de radiothérapie pour traiter les cancers. Et puis très prochainement, je pense que dans le courant de l'année 2015, on devrait acquérir un autre équipement innovant qui est la radiothérapie peropératoire qui permet justement de traiter certaines tumeurs du sein au cours de l'intervention chirurgicale et en une seule séance de radiothérapie qui permettra aux patientes d'avoir un meilleur confort. Et ce que l'on va aussi continuer à développer, c'est tout ce qui concerne la médecine nucléaire, puisque, comme vous le savez, ce sont des techniques qui sont en pleine évolution, et c'est une discipline qui est en pleine évolution avec de nouveaux radiotraceurs qui vont permettre d'avoir encore une meilleure détection des tumeurs, et peut-être une caractérisation un peu plus forte, une meilleure caractérisation de ces tumeurs, donc une indication thérapeutique qui sera mieux appropriée. Et puis ce qu'on souhaite aussi développer, c'est tout ce qui concerne la radiologie interventionnelle. Alors je ne sais pas si Joël en dit quelques mots ce soir, mais c'est la radiologie interventionnelle qui est aussi quelque chose qui va être un outil thérapeutique de grande nécessité dans les années à venir. Et ceci est permis par le développement justement de la recherche, par le développement de l'innovation et surtout la volonté de pouvoir mettre en œuvre ces techniques malgré un contexte économique que vous connaissez, mais la santé mérite quelques efforts encore beaucoup plus importants que ceux que l'on a fait aujourd'hui. Et le Centre François Claes est aujourd'hui en capacité certainement, mais avec un volontarisme très fort pour mettre en place tous ces traitements. Voilà. Alors je pense qu'il y a un petit film qui est sur de présentation d'arcade. L'hadrothérapie, qu'est-ce que c'est? L'hadrothérapie, c'est une forme très innovante de radiothérapie qui est basée sur l'emploi des particules lourdes, donc des composants du noyau de l'atome, et qui sont reconnus actuellement comme étant extrêmement intéressants dans le traitement par radiothérapie des cancers. Elle se différencie essentiellement des photons classiques de la radiothérapie par le fait que les photons sont des sortes de pinceaux de rayonnement qui traversent les tissus de part en part et distribuent donc une dose de rayonnement dans toute la partie de l'organisme qui est traversée, à la différence de ces particules, petites particules lourdes chargées, donc les hadrons, qui peuvent être concentrées sur la cible en délivrant peu de doses entre l'entrée dans la peau de ce rayonnement et la tumeur, et surtout aucune dose au-delà de la tumeur. Et donc une des premières conséquences et un des premiers avantages pour le patient, c'est de recevoir moins de doses de rayonnement dans les tissus sains, dans les organes sains qui sont placés au contact de la tumeur, et donc de mieux protéger les patients contre les effets indésirables de la radiothérapie. À qui s'adresse ce traitement ? Initialement, ce sont essentiellement les tumeurs de l'œil qui ont fait l'objet de multiples travaux et également des tumeurs inopérables, difficiles à opérer en tout cas, situées sous le cerveau, dans la base du crâne. Depuis quelques années, on s'est particulièrement intéressé à un nouveau type d'indication qui concerne les tumeurs de l'enfant. L'emploi des photons, des rayons X chez les enfants
peut interférer avec la croissance des organes de ces enfants, en particulier de la croissance des os et des tissus mous, et entraîner ensuite des déformations préjudiciables, bien sûr, à l'âge adulte, également un retard de développement au niveau cérébral. Et bien, par ce type de rayonnement, on a déjà pu mettre en évidence des effets très positifs sur la protection des tissus sains et donc sur une croissance de l'enfant qui se fera de façon plus harmonieuse après que le traitement sera effectué. La protonthérapie nécessite pour sa mise en œuvre un accélérateur de particules nommé cyclotron. Il en existe déjà 2 en France, à Nice et à Orsay. Caen, avec Arcade, devrait en être équipé à l'horizon 2018. Mais il ne s'agit là que de la première étape du projet Arcade. La deuxième étape est encore plus ambitieuse et elle explorera aussi bien sur le plan clinique que sur le plan de recherche un nouveau type de rayonnement qui s'appelle les ions carbone, avec des propriétés particulièrement intéressantes puisque non seulement le rayonnement pourra être concentré en un endroit précis de l'organisme, mais en plus nous pensons que son efficacité sera supérieure à celle des rayonnements classiques, des rayons X classiques employés en radiothérapie. Donc voilà, en fait, tu as expliqué. Voilà, c'était approprié pour cette signature, évidemment. La première partie de la soirée va être basée sur le dépistage du cancer du sein. Donc je vais vous expliquer le dépistage du cancer du sein et puis en deuxième partie, effectivement, je vais faire appel à une expertise que nous avons ici à Baclès sur justement la partie interventionnelle sur le sein, c'est-à-dire tous les actes, tous les gestes interventionnels nécessaires à la prise en charge du cancer du sein. Alors moi je suis le docteur Joël Lacroix, je suis radiologue au centre depuis 15 ans, avec une activité de sénologie depuis 15 ans. Alors quelques repères chiffrés sur le cancer du sein. En 2012, il y a eu 48 800 nouveaux cas en France et 11 900 décès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 50% de ces cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans. 28% sont des cancers qui sont diagnostiqués après 69 ans. Alors, plein de choses sont écrites sur les risques du cancer du sein. Finalement, le premier des risques, c'est quand même l'âge qui avance, et c'est d'avoir plus de 50 ans. Ceci est très important pour comprendre la démarche du dépistage. C'est donc une maladie fréquente, mortelle. Donc effectivement, l'enjeu de santé publique est important et un dépistage a tout son intérêt, dont l'intérêt au final est de diminuer la mortalité. Après, il y a, et on entend beaucoup parler, des cancers qui sont liés à une mutation génétique. Environ, ça représente 5 à 10% des cancers du sein qui sont d'origine génétique, soit avec les plus classiques mutations du gène BRCA1 ou du gène BRCA2. Alors, cette origine génétique, elle doit être recherchée avec un score familial d'analyse auprès d'un arbre généalogique qui concerne à la fois la branche maternelle et la branche paternelle. Et c'est ce qui est établi avec le score d'Essinger, qui doit être proposé par les médecins, qu'ils soient généralistes ou gynécologues ou finalement n'importe quel médecin, qui constate qu'il peut y avoir une prédisposition génétique.
Alors, cette prédisposition génétique, une fois qu'elle est peut-être existante, il faut absolument proposer une consultation d'oncogénétique aux patients. Alors, qu'est-ce que c'est que ce score? Rapidement, je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais c'est simplement une cotation par rapport à un certain nombre de risques familiaux, d'antécédents, comme je vous l'ai dit, sur l'arbre généalogique. Souvent, par exemple, les femmes nous disent « Oh, moi, ma mère a eu un cancer du sein, alors je voudrais être suivie un petit peu plus, de façon plus rapprochée. » Or, finalement, si votre mère a fait son cancer du sein à 60 ans, eh bien, cette femme, finalement, sa cotation, eh bien, de son risque, il est de 1. Alors, on ajoute les cotations par rapport aux antécédents, par la branche maternelle et à la branche maternelle, et chaque branche est différente, et c'est la branche la plus, qui a un score le plus important qui est pris en considération. Donc vous voyez que le score de 1 ou 2, finalement, le risque de prédisposition génétique est quasiment nul. Si le score est de 3 ou 4, il y a effectivement un potentiel risque de prédisposition génétique. Et si le score est à 5, effectivement, il y a une prédisposition génétique. Alors le score va nous aider également, soit effectivement à orienter les dames pour rechercher une mutation génétique, et si elle n'est pas retrouvée, parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont un risque élevé de cancer du sein de par leur arbre généalogique, pour autant, à l'heure actuelle, la mutation n'est pas encore identifiée, mais elle est très certainement probable, et le dépistage est à ce moment-là un petit peu plus renforcé. Alors, donc le dépistage, effectivement, comme je l'ai dit, il a tout son intérêt devant cette maladie fréquente et mortelle pour beaucoup de femmes. Et l'intérêt, c'est de réduire la mortalité du cancer du sein. Alors, on part de l'adage que le dépistage doit être fait pour découvrir une lésion précocement, avant les signes cliniques, pour permettre des chances de guérison maximum et d'avoir des traitements les moins agressifs possibles. Alors, pour qui s'adresse le dépistage? Alors, devant la confusion qui est c'est très compliqué pour une femme de se dire est-ce que je suis à risque, pas à risque, c'est toujours très compliqué. Donc finalement, l'HAS, avec des comités scientifiques, ont individualisé 3 situations différentes. La première situation, c'est une situation où il n'y a pas besoin de dépistage. Deuxième situation, il y a une situation qui justifie seulement la participation au dépistage organisé. Et la troisième situation, c'est une situation qui justifie un dépistage spécifique. Alors, on va aller voir les trois rapidement. La situation où il n'y a pas besoin de dépistage, ce sont les femmes de moins de 50 ans qui ont plus de 74 ans, même si elles sont de diabète de type 2, même si elles ont pris une contraception orale, même si elles ont une ménopause tardive, même si elles ont une grossesse tardive après 30 ans, même si elles sont nullipares, même si elles ont tous les risques qui sont reconnus actuellement comme éventuellement potentialisant un cancer du sein. Donc même avec tous ces risques, il n'y a pas nécessité avant 50 ans de faire un dépistage. Il est simplement clinique, annuel, mais pas de mammographie. La situation ensuite justifiant seulement la participation à un dépistage organisé. Ce sont les femmes de 50 à 74 ans. C'est l'âge où le cancer, comme vous l'avez vu, est le plus fréquent. Et c'est là où il sera le plus rentable, entre guillemets, c'est-à-dire là où on va découvrir le maximum de cancers pour pouvoir traiter le maximum de femmes. Donc là, ce sont les femmes entre 50 et 74 ans, même si elles ont un traitement hormonal en cours ou qu'elles veulent débuter, même si leur densité mammaire est élevée, et même si elles ont des antécédents familiaux avec un score inférieur à 3, un antécédent chez la mère qui a eu son cancer à 60 ans, ça ne nécessite pas de faire plus que ce dépistage organisé tous les 2 ans. Donc le dépistage organisé tous les 2 ans, c'est l'examen clinique tous les 2 ans, une mammographie et plus ou moins une échographie si le radiologue le juge. L'échographie n'est pas l'examen de dépistage du cancer du sein.
La troisième situation, c'est une situation qui justifie un dépistage spécifique. Donc là, on est sur des femmes qui ont eu un cancer, donc là c'est un antécédent personnel de cancer du sein. Ce sont des femmes qui ont un antécédent de lésion atypique découvert sur une biopsie ou sur une chirurgie de leur sein. C'est des femmes qui ont eu un antécédent d'irradiation thoracique à haute dose, par exemple pour traiter une maladie de Hodgkin. Ce sont des femmes qui ont un score Désinger supérieur à 3 sans qu'on ait pu montrer de mutation génétique. Et puis bien évidemment, ce sont les femmes qui sont porteuses d'une mutation génétique BRCA1 et BRCA2. Donc pour les 3 premières catégories de femmes, on va dire que leur dépistage va être annuel, avec examen clinique, mammographie, plus ou moins échographie annuelle. Pour la catégorie des femmes qui ont un gène de muté, BRCA1 et BRCA2, ces femmes, par contre, vont avoir un dépistage tout à fait particulier, puisqu'on va rajouter annuellement une IRM. Donc, pour le dépistage, il faut bien voir que la mammographie reste le meilleur examen de dépistage. L'échographie est l'examen complémentaire. Ce n'est pas l'échographie